Je veux que vous regardiez votre écran maintenant. Ouvrez votre application de courtage. Regardez le prix spot de l'argent. Vous verrez un chiffre qui clignote en vert, 73,14 $. Vous voyez ce chiffre et vous pensez connaître la valeur de l'argent. Vous voyez que l'or se négocie à 4 370 $. Vous pensez que les marchés fonctionnent normalement. Mais je suis ici pour vous dire que le chiffre sur votre écran est un mensonge. C'est une hallucination. C'est un artefact numérique d'un système cassé qui ne reflète plus la réalité. Parce que pendant que vous regardez 73 $ aux États-Unis, à Tokyo, au Japon, en ce moment même, l'argent change de main dans la rue pour l'équivalent de 130 $. Aux Émirats arabes unis, les négociants demandent 115 $. En Chine, le prix physique a dépassé 110 $. Nous ne parlons pas de quelques centimes. Nous parlons d'un écart de 50 $ entre le prix papier à New York et le prix physique en Asie. Ce n'est pas un spread, c'est une fracture. C'est le son du système financier mondial qui se brise en deux. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes va transformer votre compréhension du marché de l'argent pour toujours. Dans cette enquête massive, nous allons faire un rapport sur la fracture mondiale de l'argent. Nous n'allons pas faire de prédictions. Nous n'allons pas deviner où va le prix la semaine prochaine. Nous allons simplement regarder les données concrètes qui arrivent du monde entier aujourd'hui. Vendredi 2 janvier. Nous allons analyser les rapports viraux sur les pièces d'argent à 10 000 yens au Japon. Nous allons examiner les primes massives qui explosent sur les sites de négociants américains comme APMEX ou même les barres génériques se négociant maintenant $U au-dessus du spot. Et nous allons expliquer pourquoi les banques ne peuvent pas permettre au prix papier de monter pour rejoindre le prix physique. Parce que si elles le font, elles font face à une insolvabilité immédiate. Le marché s'est divisé, un côté est le papier, un côté est le métal. Et l'écart entre eux est là où le transfert de richesse du siècle se produit. C'est l'histoire du choc de Tokyo. Appuyez sur le bouton like si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment. Commençons par le titre qui secoue Internet. 130 $ à Tokyo. Est-ce réel? Nous avons des rapports vérifiés provenant des marchés de revente japonais, spécifiquement des plateformes comme Mercari Japan et des négociants locaux de Lingo dans le quartier de Ginza. Des pièces d'argent standard d'une once sont listées et vendues pour environ 19 911 yens. Prenez votre calculatrice. Au taux de change actuel, cela correspond à environ 130 $ américains. Pourquoi le Japon panique-t-il? Pourquoi paye-il presque le double du prix spot américain? Ce n'est pas seulement parce qu'ils aiment l'argent, c'est parce que le yen japonais s'effondre. Le Japon est le canari dans la mine de charbon pour la crise monétaire mondiale. Leur dette par rapport au PIB dépasse 260%. Leur banque centrale a perdu le contrôle du marché obligataire. Le peuple japonais est terrifié. Ils regardent leur pouvoir d'achat s'évaporer en temps réel. Donc ils fuient vers la sécurité. Ils n'achètent pas de dollars. Ils achètent des actifs tangibles. Et quand une population entière se précipite à travers une petite porte pour acheter de l'argent, le prix se déconnecte du marché spot mondial. Le prix papier à New York est sans importance pour un employé à Tokyo qui essaie de protéger ses économies de toute une vie contre l'hyperinflation. Il payera 130 $, parce que l'alternative est de détenir des yens qui pourraient ne rien valoir. C'est l'avenir du marché américain. Le Japon n'a que 6 mois d'avance sur nous. La prime que vous voyez à Tokyo est la prime de la peur. Et en ce moment, la peur se négocie avec une majoration de 50 $. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit connaître la vérité. Mais c'est le Japon, dites-vous. Les choses sont normales ici en Amérique, n'est-ce pas? Regardons les données des États-Unis aujourd'hui. Vendredi 2 janvier, l'argent spot se négocie à 73,14 $. Maintenant, allez sur un grand négociant comme APMEX, regardez le prix d'une barre de 100 onces. Normalement, les grandes barres ont les primes les plus basses, peut-être 50 cents au-dessus du spot. Elles sont industrielles. Elles sont de gros. Mais aujourd'hui, APMEX liste des barres de 100 onces à plus de 80 $ courante once. Faites le calcul. 80 $ moins 73 $. C'est une prime de 7 $ sur une barre industrielle de gros. C'est presque une majoration de 10% au-dessus du prix spot. Pour des pièces comme les Eagles, la majoration est plus proche de 20%. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que le prix spot de 73 $ n'est pas réel. Vous ne pouvez pas acheter de métal pour 73 $. Même les plus grands négociants en Amérique ne peuvent pas trouver de métal assez bon marché pour vous le vendre à ce prix. Le vrai plancher du marché de l'argent aux États-Unis est déjà à 80 $. Le marché papier se négocie avec une décote parce qu'il négocie des contrats non garantis. Mais au moment où vous demandez la livraison, au moment où vous voulez la barre dans votre main, le prix revient à la réalité. Donc nous avons un marché à 3 niveaux. Niveau 1, la fantaisie du papier à 73 $. Niveau 2, la réalité physique américaine à 80 $. Niveau 3, la panique asiatique à 130 $. Plus vous allez vers les, plus le prix monte. C'est la définition d'un arbitrage cassé.
L'argent et le métal devraient circuler pour combler ces écarts. Mais ils ne le font pas. Pourquoi? Dans un marché sain, si l'argent est à 73 $ à New York et 130 $ à Tokyo, un trader achèterait chaque once à New York, la ferait voler à Tokyo et empocherait la différence. Mais cela ne se produit pas. Et la raison est terrifiante. Laissez-moi vous parler de Dubaï. Regardez les données provenant des Émirats arabes unis et du Koweït. Nous voyons des rapports vérifiés de kilos d'argent physique se négociant à des primes qui impliquent un prix de 106 à 115 $ l'once. Pourquoi le Moyen-Orient? C'est le souk de l'or du monde. C'est un hub pour le commerce physique entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Les traders là-bas sont sophistiqués. Ils ne font pas confiance aux contrats papier. Ils négocient en barre physique. En ce moment, Dubaï est un aspirateur pour le Moyen-Orient. Les investisseurs fortunés de la région se débarrassent des dollars américains et des euros. Ils s'inquiètent des sanctions. Ils s'inquiètent de l'armement du système SWIFT. Ils veulent des actifs sans risque de contrepartie. Ils veulent de l'argent. Mais pourquoi le prix est-il de 115 $? Parce que l'approvisionnement en provenance d'Europe s'est arrêté. Normalement, les raffineries suisses expédient des quantités massives d'argent à Dubaï. Mais en ce moment, ces raffineries suisses envoient tout en Chine et en Inde pour capturer la prime asiatique. Dubaï est contourné. Donc les négociants locaux dans les souks doivent augmenter leurs offres pour attirer le métal. Ils paient 115 $ parce que s'ils paient moins, le métal vole au-dessus de leur tête vers Shanghai. Cela confirme que le vrai prix de compensation pour l'argent physique dans un marché libre, non encombré par les shorts papier du COMEX, est solidement dans les chiffres à 3 chiffres. Tout prix en dessous de 100 $ est une déco de papier. Laissez-moi vous parler de la Corée du Sud. Les rapports indiquent que l'argent se négocie autour de 97 $ dans la rue à Séoul. C'est critique. La Corée n'est pas seulement un marché d'investissement. C'est une puissance industrielle. Des entreprises comme Samsung, LG et SK Hynix y sont basées. Ils fabriquent les batteries. Ils fabriquent les puces. Ils fabriquent les écrans. Ces entreprises ont besoin d'argent pour survivre. Le fait que le prix en Corée soit de 97 $ nous dit que la panique industrielle est réelle. Ces entreprises n'attendent pas que le prix du COMEX se stabilise. Elles achètent aux raffineries locales avec une prime de 25 $ au-dessus de New York pour maintenir leur ligne d'assemblage en fonctionnement. C'est la tarification au coût de remplacement. Si un directeur d'usine coréen sait que ne pas avoir d'argent lui coûtera 1 milliard de dollars en production perdue, il payera volontiers 97 $ l'once. Il fixe le plancher. Et, en ce moment, ce plancher est 24 $ plus haut que le prix de Wall Street. L'offre industrielle dévore l'offre papier. Laissez-moi vous parler de la Chine. Pourquoi l'approvisionnement est-il si serré? Nous avons trouvé la réponse dans un dépôt réglementaire de Pékin. La Chine a mis en place un nouveau système de licence d'exportation pour les métaux stratégiques. Selon les documents, seules 44 entreprises sont maintenant autorisées à exporter de l'argent. Et pour se qualifier, ces entreprises doivent atteindre un seuil de production minimum de 80 tonnes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les petites et moyennes raffineries, celles qui inondaient autrefois le marché mondial d'excédents d'approvisionnement, sont maintenant interdites d'exportation. Elles ne peuvent vendre que sur le marché intérieur en Chine. Cela bloque effectivement environ 60% de l'approvisionnement en argent raffiné de la Chine. Il reste à l'intérieur de la Grande Muraille. C'est un embargo doux. La Chine n'a pas annoncé d'interdiction. Cela causerait un incident diplomatique. Au lieu de cela, ils ont créé un mur bureaucratique. Ils ont rendu si difficile l'obtention d'une licence que le métal reste naturellement à la maison. C'est pourquoi les stocks de Shanghai augmentent tandis que les stocks de Londres diminuent. La Chine piège le métal. Ils construisent une réserve stratégique d'argent sans la déclarer officiellement. Elon Musk a tweeté à ce sujet dimanche. Il a dit « Ce n'est pas bon. » Il sait que si la Chine verrouille l'approvisionnement en argent, le coût de construction d'une Tesla en Amérique augmente, tandis que le coût de construction d'une BYD en Chine diminue. C'est une guerre économique déguisée en politique administrative. Regardez maintenant les États-Unis. Nous négocions à 73 $. Nous sommes le marché le moins cher du monde, de loin. Le Japon est à 130 $. Dubaï est à 115 $. La Corée est à 97 $. La Chine est à 80 $. L'Amérique est à 73 $. Que se passe-t-il quand vous êtes la boutique la moins chère du quartier? Vous êtes vidé. C'est la loi de Gresham sous stéroïdes. La mauvaise monnaie, les dollars surévalués, chasse la bonne monnaie, l'argent sous-évalué. Chaque trader sur Terre regarde le marché américain et salive. Ils achètent des contrats à terme COMEX. Ils se présentent pour la livraison. Ils achètent des Eagles. Ils sortent le métal physique du système américain et l'expédient vers les marchés à prix élevés. Nous assistons au grand drainage. Les États-Unis saignent leur vraie richesse parce que notre cartel bancaire refuse de laisser le prix monter au niveau mondial. En supprimant le prix à 73 $,
les banques subventionnent essentiellement le complexe militaire et industriel chinois. Nous leur vendons nos actifs stratégiques avec une réduction de 50%. C'est du suicide. Mais les banques ne se soucient pas de la stratégie. Elles se soucient de leur position short. Elles sont prêtes à vider le coffre national juste pour sauver leur bonus trimestriel. Laissez-moi vous parler du piège de l'insolvabilité. Pourquoi les banques font-elles cela? Pourquoi ne vont-elles pas simplement lent et ne surfent-elles pas sur le prix jusqu'à 130 $ comme tout le monde? La réponse est l'insolvabilité. Elles sont piégées. Elles sont assises sur une position short si massive qu'elles ne peuvent littéralement pas la couvrir. Si elles laissent le prix aller à la vraie valeur de 130 $, les pertes dépasseraient leurs réserves de capital. Laissez-moi vous expliquer les mathématiques de la survie. Pour comprendre la panique, vous devez comprendre la position. Pendant des décennies, les banques de lingots ont agi comme teneurs de marché pour l'argent. Quand un mineur veut vendre sa production future, la banque prend l'autre côté. La banque va short. Normalement, c'est bien. Ils le couvrent. Ils équilibrent le livre. Mais ces dernières années, alors que la demande explosait, les banques sont devenues paresseuses. Elles ont vendu plus de papier qu'il n'y avait de métal. Elles ont vendu des shorts nus. Cela signifie qu'elles ont promis de livrer de l'argent qu'elles n'ont pas et n'ont pas emprunté. Selon le bureau du contrôleur de la monnaie, la valeur notionnelle de ces dérivés se chiffre en milliards. Si l'argent est à 20 $, le passif est gérable. Si l'argent est à 70 $, c'est douloureux. Mais si l'argent va à la vraie valeur de 130 $, le passif explose. Laissez-moi faire un calcul approximatif. Si les banques sont net short de 500 millions d'onces et que le prix augmente de 60 $, c'est une perte de 30 milliards de dollars. 30 milliards de dollars? Cela efface les bénéfices trimestriels de tout le secteur bancaire. Mais plus important encore, cela frappe leur capital de niveau 1. C'est l'argent d'urgence que les régulateurs exigent que les banques détiennent pour empêcher un effondrement. Si le capital de niveau 1 tombe en dessous d'un certain niveau, les régulateurs ferment la banque. Ils la saisissent. C'est fini. Donc, les traders chez JP Morgan et Citi n'essaient pas seulement de sauver leur bonus. Ils essaient de sauver l'institution de la saisie. Ils doivent maintenir le prix supprimé sur le COMEX. C'est un impératif existentiel. Cela crée ce que nous appelons un plafond de solvabilité. Il y a un point de prix spécifique où la banque explose. Nous ne connaissons pas le chiffre exact, mais le comportement du marché suggère qu'il se situe quelque part entre 80 et 90 $. Remarquez comment chaque fois que nous nous approchons de 80 $, un mur de vente massif apparaît. Ce n'est pas un preneur de bénéfices, c'est la ligne de défense. La banque jette du papier sur le marché pour défendre le plafond de solvabilité. Ils impriment des contrats infinis pour empêcher le prix de franchir la ligne qui les tue. Mais cette stratégie a un coût. Chaque fois qu'ils vendent un contrat papier pour arrêter le prix, ils agrandissent leur position short. Ils creusent le trou plus profond pour empêcher les murs de s'effondrer. En 1980, les frères Han ont essayé de coincer le marché en achetant. En 2026, les banques se sont coincées elles-mêmes en vendant. Elles sont piégées. Elles ne peuvent pas couvrir parce qu'acheter enverrait le prix à 130 $. Faillite. Elles ne peuvent pas tenir parce que le métal physique part. Défaut de livraison. Elles ne peuvent que doubler la mise. Et doubler la mise mène finalement à l'explosion. Laissez-moi vous parler de l'arbitrage cassé. Dans tout manuel d'économie, cela ne devrait pas exister. Le professeur vous dira que l'arbitrage répare tout. Les traders devraient acheter le prix bas, vendre le prix haut, et l'écart se ferme instantanément. Mais le manuel suppose que le marché est sans friction. Il suppose que vous pouvez téléporter l'or et l'argent comme vous pouvez téléporter un email. Vous ne pouvez pas. L'argent est lourd, il est encombrant, il prend de la place. Pour déplacer 1 milliard de dollars d'argent, vous avez besoin d'une flotte de camions blindés et d'un avion cargo. La chaîne logistique s'est cassée sous la pression de la demande asiatique. La capacité de fret aérien sécurisé est épuisée. Il n'y a que tant d'avions certifiés pour transporter des lingots de haute valeur. Il n'y a que tant de camions blindés. Et, en ce moment, chacun d'entre eux est occupé à déplacer du métal vers l'air. Le pipeline est plein. Vous ne pouvez physiquement pas pousser plus d'argent à travers le tube. Cela crée une limite de vitesse sur l'arbitrage. Les traders veulent fermer l'écart, mais les avions ne peuvent pas voler assez vite. Donc l'écart persiste. Et tant que l'écart persiste, le drainage continue. Il y a un autre coût qui tue le commerce d'arbitrage. L'assurance. Pour expédier des lingots, vous avez besoin d'une assurance. Lloyd's de Londres. Normalement, c'est bon marché, mais regardez la carte. La mer Rouge est fermée à cause des attaques de drones. La mer de Chine méridionale est tendue. L'espace aérien au-dessus de l'Europe de l'Est est fermé. La prime de risque de guerre pour l'expédition d'actifs de haute valeur a explosé. Si vous voulez expédier de l'argent de Londres à Shanghai, le coût de l'assurance grignote votre marge bénéficiaire. Cela élargit le spread. Le prix à Shanghai doit être plus élevé pour couvrir le coût du risque. Donc le chaos géopolitique contribue en fait à la divergence des prix.
Il agit comme une taxe sur le flux de métal. Cela isole les marchés. Cela transforme le marché mondial en une série d'îles. L'île Amérique a de l'argent papier bon marché. L'île Asie a de l'argent physique cher. Et le pont entre eux brûle. Laissez-moi vous parler de la fin de partie. Comment cela se termine-t-il? Si les banques sont insolvables au prix réel, elles ne le paieront pas. Elles changeront les règles. Nous appelons cela le scénario de force majeure. Nous croyons que la fin de partie ressemble à ceci. Les coffres physiques se vidant. Le COMEX ne peut pas livrer. Le prix commence à fuser vers 100 $. Les banques font du lobbying auprès de la bourse pour déclarer une urgence. La bourse arrête les échanges. Il forçant tous les détenteurs de contrats à régler en espèces à un prix fixe. Il pourrait dire « Nous réglons tous les contrats à 80 $. Voici votre chèque, partez ». Cela sauve les banques. Elles n'ont pas à acheter d'argent cher. Mais cela détruit l'investisseur qui pensait posséder du métal. Vous obtenez 80 $ en monnaie fiduciaire. Pendant ce temps, le prix physique dans la rue va à 200 $. C'est le retrait du tapis. Le marché papier se sauve en sacrifiant le détenteur de papier. C'est pourquoi nous crions sur les toits, si vous ne le tenez pas, vous ne le possédez pas. Si vous détenez un compte non alloué ou un contrat à terme, vous êtes un créancier d'une banque insolvable. Les créanciers obtiennent des centimes sur le dollar. Donc, les banques sont piégées, les coffres se vidant. Le marché papier est une bombe à retardement. Laissez-moi vous parler du marché des actions. Si l'argent est à 130 $ à Tokyo, pourquoi les actions minières d'argent se négocient elles comme si l'argent était à 30 $? C'est l'écart de valorisation. Les algorithmes de Wall Street sont programmés pour négocier les actions minières basées sur le prix spot du COMEX. Quand l'algorithme voit 73 $, il valorise le mineur à 73 $. Il ne sait rien de Tokyo. Il ne sait rien des primes à Dubaï. Il est aveugle à la réalité physique. Cela crée une inefficacité massive. Les mineurs vendent leur métal. Certains d'entre eux vendent directement aux raffineries qui vendent en Asie. Ils capturent les prix plus élevés dans le monde réel, mais leur cours de bourse est coincé dans le monde du papier. Quand leurs résultats trimestriels sortiront, quand ils rapporteront un flux de trésorerie record, parce qu'ils ont vendu leur argent à 85 $ au lieu de 73 $, les algorithmes de Wall Street vont mal fonctionner. Ils devront réévaluer tout le secteur du jour au lendemain. C'est votre opportunité. Acheter des mineurs d'argent primaires de haute qualité maintenant, c'est comme acheter de l'argent avec une réduction sur une réduction. Vous obtenez la réduction du prix papier et la réduction du risque action. C'est un ressort comprimé sur un ressort comprimé. Si l'argent va à 100 $ à New York pour correspondre au monde, le flux de trésorerie de ces entreprises ne double pas seulement. Il triple. Il quadruple. Nous appelons cela le couplet. Et en ce moment, les mineurs ont le couple le plus élevé de tout actif dans le système financier. Laissez-moi vous donner un dernier avertissement urgent. Nous avons parlé des retards de coffre. Si vous détenez de l'argent dans un compte non alloué dans une banque ou dans un pool générique chez un négociant de lingots, vous êtes dans la zone de blast. Quand le rebond des prix se produit, quand New York saute soudainement à 100 $ pour rattraper Tokyo, les banques qui vous doivent ce métal feront face à un choix. Option A, aller sur le marché, payer 100 $ et vous livrez le métal. Option B, exercer la clause de force majeure et vous payez en espèces à l'ancien prix de 73 $. Laquelle pensez-vous qu'elles choisiront? Elles choisiront l'option B à chaque fois. Elles régleront votre compte en dollars qui se déprécient. Vous regarderez votre écran et verrez un solde en espèces. Mais vous vouliez de l'argent. Et maintenant, avec l'argent qu'ils vous ont donné, vous ne pouvez pas acheter d'argent parce que le prix est à 100 $. Vous avez été réglé en espèces hors de votre richesse générationnelle. C'est pourquoi vous devez détenir du métal alloué ou physique. Si vous avez de l'argent non alloué, déplacez-le aujourd'hui. Payez les frais de fabrication. Payez l'expédition. Mettez-le en votre possession. Ou déplacez-le vers un service de coffre entièrement alloué et séparé où les barres portent votre nom. Ne faites pas confiance à la banque pour honorer un passif qui la met en faillite. Ce n'est pas personnel. C'est juste des affaires. Laissez-moi vous parler du snap-up. Que se passe-t-il quand le métal arrive enfin? Que se passe-t-il quand la logistique se débloque? Nous obtenons le snap-up. Imaginez un élastique qui s'étire. Le prix en Chine tire dans une direction. Le prix à New York est coincé. L'élastique s'étire. La tension monte. Finalement, la friction se brise. Les arbitrageurs trouvent une nouvelle route. Ou les banques sont à court d'excuses. Et les prix claquent ensemble. Est-ce que la Chine tombe à 73 $? Non. La Chine a la demande. Ils sont les acheteurs physiques. New York bondit à 100 $. Cela se produit en une seule session. Nous nous réveillons un matin et le prix spot s'est ajusté au prix de la rue. La prime disparaît parce que le prix spot devient la prime. C'est l'événement que nous attendons, la réunification des marchés. Ce sera violent. Cela liquidera chaque vendeur à découvert qui pariait que le spread se fermerait dans l'autre sens. Et cela prouvera que le marché papier est finalement un esclave du marché physique.
Nous devons préparer votre esprit pour ce qui vient ensuite. Cent dollars. Voir une étiquette de prix à 3 chiffres sur l'argent va changer la psychologie du monde. En ce moment, à 73 $, les gens pensent que c'est cher. À 100 $, ils penseront que c'est précieux. Cela semble contradictoire, mais c'est la nature humaine. Quand quelque chose franchit un jalon majeur, cela valide l'actif. Cela dit au monde, c'est de l'argent réel. À 100 $, l'argent entre dans la même conversation que l'or et le bitcoin. Il devient un actif de réserve de niveau 1. Cela déclenchera une vague de FOMO qui fera ressembler l'achat actuel à un filet. Les fonds de pension poursuivront. Les entreprises technologiques accumuleront. Les souverains paniqueront. Le mouvement de 100 à 200 $ se produira plus vite que le mouvement de 50 à 100 $, parce qu'à 100 $, le secret est de retour. Tout le monde sait que le dollar est cassé. Tout le monde sait que le métal est rare. Vous devez être prêt pour cela. Vous devez être prêt à tenir à travers la manie. Ne vendez pas votre première once à 100 $ juste parce que cela ressemble à un joli chiffre rond. 100 $ n'est que le niveau de parité, avec le sommet ajusté, à l'inflation de 1980. C'est la ligne de départ du vrai marché haussier. L'écart de 50 $ est réel. Tokyo à 130 $ est confirmé. La fracture est là et vous êtes du bon côté. Bonne année. Continuez à accumuler.